Alors, on écoute. Monsieur Dufil, la parole est à vous. Euh, Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous faire une présentation donc assez synthétique des grands enjeux et de ce guide qui est sorti donc en fin de semaine dernière, s'il vous plaît? Bien, très bien. Écoutez, tout d'abord, je pense que la question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi ça a pris si longtemps pour sortir le guide. Donc, je trouve utile souvent de pouvoir rappeler un petit peu en fait quel était le processus de création du guide. Tiens, il a répondu. Euh, alors, ce que je préférerais peut-être en introduction là-dessus, c'est de bien rappeler que, en tout cas, nous, l'OPPBT, c'est l'organisme professionnel de prévention des branches bâtiments et travaux publics et uniquement celle-ci. Hein, donc nous sommes là pour agir pour la prévention des entreprises et des salariés des entreprises qui relèvent des conventions collectives bâtiments et travaux publics. Et même si ça touche, je dirais, de fait, de façon un peu plus large, le secteur de la construction, particulièrement, notre mission, nous, elle est limitée à ce seul secteur-là. Et je dis ça en introduction parce que c'est ce qui explique que nous, spontanément, dans le travail qu'on a engagé, on a travaillé. Ah. Ah, Le son est très très mauvais, hein. ouais. Il n'y a plus de son même. Arnaud, vous avez coupé votre micro, du coup on n'entend plus la personne. Vous ne m'entendez plus? On entend assez mal, malheureusement. Le son est très mauvais. Ouais, très mauvais. Ah, mais Donc, je ne sais pas comment faire pour faire mieux. Ben là, c'est un peu mieux, là. Ouais, ça va, oui. Parce qu'il y a effectivement 100 personnes là, sur Zoom. tout à fait. Bah écoutez, j'ai l'impression que c'est pas mal, donc on va continuer comme ça. Ça a l'air d'être meilleur. Bon, je continue donc. Alors, dans les péripéties, vous vous souvenez, il y a bientôt 3 semaines, je dirais des mots doux échangés entre Madame Pénicaud et puis le PTP. Nous-mêmes, au même moment, d'une part, nous avions avisé l'État, je dirais, des risques qui nous semblaient importants sur les chantiers, donc la nécessité de pouvoir accompagner les entreprises avec une prise en charge, une prise en compte spécifique des risques liés à la pandémie. Et en attendant d'avoir ces éléments-là à disposition, d'appeler plutôt une restreinte d'activité plutôt qu'à la continuation à tout prix des activités. Et donc, nous nous sommes attachés très rapidement à travailler donc sur un guide de préconisation. Le vendredi matin, donc on devait être le 18 ou le 19 mars, nous avions déjà une première trame de documents qui a permis d'engager un très large travail collaboratif au sein des branches bâtiments et travaux publics, hein, puisqu'on a eu une soixantaine d'experts en tout qui ont participé à ce travail de rédaction. Nous avons donc eu une première version qui était disponible, qu'on nous avons soumise aux organisations professionnelles et syndicales du BTP le lundi 23 mars au matin. On a réussi à obtenir l'accord de 4 syndicats salariés sur 5 et nous avions l'accord des 3 organisations patronales dans la soirée du mardi 24. Hein, et c'est à ce moment-là qu'on a transmis le document officiellement au ministère du Travail. Nous n'avons pas eu de nouvelles du ministère du Travail pendant 2 jours. Le mercredi 25, nous avons eu donc cette réunion exceptionnelle du bureau du Conseil supérieur de la construction, à laquelle j'ai aussi participé. Et puis le jeudi soir, nous avons eu un premier retour de l'État avec tout un nombre de modifications, pas d'explications, on n'a pas eu d'échange comme pour pouvoir tout d'abord deux contraintes qui étaient parfois certains sujets, qui nous ont fait expliquer un certain nombre de changements, qui est la colère des syndicats salariés qui avaient le sentiment de ne pas être traités correctement, de ne pas être des interlocuteurs reconnus par l'État, d'ailleurs également au passage. On a donc fait une contre-proposition le samedi matin et donc retour de l'État le lundi matin. C'était pas tout mal, hein, parce que je me rappelle, il y avait tenté, c'est pas que ça leur a pris beaucoup de temps, mais le fait de trouver un pour s'occuper de ça, je comprends que ça peut prendre un petit peu de temps. Le lundi matin, le seul souci que nous avons eu, c'est que certains points n'étaient pas clairs. En particulier, nous avions une contradiction dans le domaine du port des masques, où il nous dit qu'il y a une chose et son contraire à 3 lignes d'écart. Et ça nous a pris pas loin de 3 jours pour obtenir la clarification des services de l'État.
Donc, le document n'a pu être resoumis aux syndicats salariés et aux syndicats patronaux que le jeudi matin. Bon, et puis, on avait, tout le monde dans la branche était bien décidé à dire que ça sera pas du public. Et donc, nous avons fait la décision de publication en fin de journée jeudi, en ayant perdu en cours de route, donc, 4 syndicats salariés sur 5, seule la CFDT apportant sa validation sur le fond. Et je dis, bon, vous avez peut-être pris connaissance de la communiqué de presse qui est publié par les 4 autres syndicats, CFTT, FO et puis CGT. Pour mémoire, les reproches qu'ils adressent, c'est pas tant ce que le guide dit dans le fond sur les préconisations de santé et sécurité, mais ils auraient voulu que le guide soit assorti d'une limitation très stricte des travaux, de la reprise des travaux aux seuls travaux d'urgence. Bon, ils n'étaient pas très contents, mais parce que je pense qu'ils n'ont pas compris d'ailleurs exactement ce qui était écrit sur les masques. Ils auraient voulu un appel au port de masque beaucoup plus général que ce qu'il y a dans le guide d'aujourd'hui. Ils souhaitaient également ils auraient voulu qu'il y ait des mesures de prise de température systématique à l'entrée des chantiers. Et puis, ils étaient aussi agacés sur la position de l'État sur les apprentis, en estimant qu'un apprenti qui est sur le chantier pour apprendre en premier, non pas pour produire, n'avait donc pas sa place sur un chantier en ces périodes d'épidémie. Et la position du ministère du Travail, qui n'a accepté que de recommander le non-travail des apprentis sur le chantier, et uniquement les apprentis mineurs, les a aussi agacés. C'est ainsi. Donc voilà sur les états de mise au point. Je dirais 2 éléments complémentaires. À la suite de la réunion du CSC, un certain nombre d'organisations représentées au CSC m'ont fait parvenir des propositions, dont le CINOV, j'ai vu l'UNSFA, j'ai vu le CNOA, j'ai vu l'APEC, il y a plein de choses qui nous ont été envoyées. Bon, moi, j'en ai tenu compte, pour autant que ça me semblait possible. Un certain nombre d'organisations du CSC sont aussi adressées directement à différents ministères, et très clairement, dans les retours de l'État, certains retours intégraient manifestement les échanges qu'il y avait pu. Soit ce que le ministère avait entendu, voire, et ça je n'étais pas là pour le dire, éventuellement le contenu de certains échanges entre ces organisations professionnelles et les ministères concernés. Donc voilà pour l'histoire. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade sur la genèse du document? Alors, je suis pas certain que compte tenu des communications difficiles, ça vaille le coup qu'on s'appesantisse sur l'histoire que vous venez de rappeler. Si tout le monde en est d'accord, enfin, sauf s'il y a une grosse frustration, je propose qu'on embraye sur le document lui-même. D'accord. Éventuellement, ça vaut peut-être le coup de rappeler une bonne fois pour toutes que tout le monde doit couper son micro, mais vraiment tout le monde, parce que sinon c'est très compliqué, quoi. Et si vous pouviez parler un tout petit peu moins vite, merci beaucoup. Très bien. Bien, donc passons à la présentation du guide lui-même. Depuis 3 jours, là, j'ai coutume de dire que le guide est constitué de 4 grandes parties. Il y a la partie qu'on appelle exigence préalable, et puis nous avons les consignes générales, les consignes particulières, et ensuite nous avons les annexes du guide, et j'y ajouterai l'ensemble des documents pratiques qui ont été mis en ligne par l'OPPBTP jeudi soir dernier. Alors, alors, je pourrais même dire un mot sur la page de garde. Dans la page de garde, nous avons quand même un élément important que nous exprimons à l'OPPBTP d'une façon inhabituelle, puisque nous disons bien que en cas d'incapacité de respecter les préconisations contenues dans le guide, les activités concernées doivent être arrêtées. Habituellement, je dirais, ça semble couler de source, donc ce n'est jamais dit. Mais vu l'urgence sanitaire particulière à laquelle nous sommes confrontés, il y avait un consensus très large pour estimer que ce type de mention était absolument nécessaire. Alors, la partie exigence préalable, comme vous avez pu le constater, fait d'abord référence à l'organisation globale des opérations et en particulier donc
ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, le coordonnateur SPS, le cas échéant, les entreprises et autres acteurs. Bon, vous vous souvenez sans doute de la première version qu'on avait revue en CSC, qui était donc dans l'attente du premier retour de l'État. On était sur une version qui quelque part était plus développée, je vais me permettre de le dire comme ça auprès de vous, avec le point de vue globalement porté par les entreprises du BTP quant à leurs attentes vis-à-vis de la maîtrise d'ouvrage. Dans le document que nous avons aujourd'hui, bon, il y a eu pas mal de discussions sur les mots, même de mon point de vue de temps en temps un peu à l'excès. Donc aujourd'hui, nous avons dans cette partie un paragraphe d'introduction où un certain nombre de mots sont importants, je vais y revenir. Il y a le paragraphe de fin, qui est un élément nouveau, qu'on n'avait pas il y a une semaine, donc qui est le fruit des discussions entre l'organisation professionnelle et l'État des 15 derniers jours. Et puis après, nous avons au centre, je dirais, des éléments qui sont pour partie des rappels, pour d'autres des propositions mais qui sont de nature un peu différente. Alors, j'attire l'attention dans le paragraphe d'introduction, donc sur la formule précise, que je vais donc relire. Pour chaque opération, quelle que soit sa taille, le maître d'ouvrage formalise, après analyse, le cas échéant par le maître d'œuvre et le coordonnateur SPS, lorsque l'opération est soumise à ce dispositif, en accord avec les entreprises intervenantes, une liste des conditions sanitaires afin de s'assurer que les différents acteurs pourront mettre en œuvre et respecter dans la durée les mesures complémentaires édictées. Les éléments importants, c'est donc de bien rappeler que le maître d'ouvrage a une responsabilité, c'est bien pour ça qu'on lui demande de formaliser les choses. Il doit s'appuyer sur la maîtrise d'œuvre et la coordination SPS, et il doit faire les choses en accord avec les entreprises concernées par son opération. Donc ces différents mots, et je vais me permettre de vous dire, moi je n'étais pas au centre des discussions dans les ministères, mais je comprends quand même clairement, comme vous certainement, que ces différents mots ont leur importance, le fait de formaliser, le fait de le faire de façon, je dirais, quasi obligatoire avec le maître d'œuvre et le coordonnateur SPS, le faire en accord avec les entreprises, et une liste. Ce qui a changé par rapport aux versions précédentes, on parle plus d'avenant, donc je dirais il n'y a pas de précision quant à la forme juridique que doit prendre cette formalisation. Ceci est entendu comme devant faire opération par opération. Je passe directement ensuite au dernier paragraphe, et je reviendrai sur les éléments qui sont entre les deux. Donc le dernier paragraphe, certains pourraient dire, mais qu'est-ce que ce paragraphe a à faire dans un guide de l'OPP-BTP? Bon, le seul intérêt de l'avoir dans le guide de l'OPP-BTP, c'est que les éléments qui permettent de contribuer à ce que je vais appeler la bonne entente entre les différents acteurs du projet sont importants pour garantir la mise en œuvre des moyens nécessaires pour assurer la santé et sécurité de l'ensemble des intervenants sur les opérations. Et de ce point de vue-là, l'ordonnance venant quelque part réguler une partie de cette relation et a donc une influence sur les moyens. Maintenant, on est d'accord que la question des pénalités liées au retard n'est pas une question fondamentalement liée à la santé et sécurité et à la mise en œuvre des mesures spécifiques liées à la pandémie. Bon, pour les autres points, on retrouve des choses qui étaient déjà présentes précédemment. Bon, il y a donc l'invitation, bien entendu, à limiter la coactivité, sans être allé comme certains le proposaient de l'interdire. Là où dans la première version, on disait que le maître d'ouvrage devra désigner, ça a donc été changé en pourra désigner, donc on a changé une injonction en une invitation. On n'a pas plus précisé, et on pourra y revenir parce que j'ai eu des questions là-dessus, le rôle exact du référent Covid-19. Nous avons considéré que ce n'était pas dans notre objet. L'idée est plus de dire que le maître d'ouvrage, nous savons tous dans nos entreprises que quand on a
on attribue la responsabilité du sujet à quelqu'un. Hein, si ce n'est pas porté par une personne qui en est explicitement en charge, en général, le sujet n'est pas porté. Donc, c'est bien l'intention qui est portée à travers ces deux désignations. Bon, sur les autres éléments, coordination SPS, plan de prévention, ainsi de suite, c'est plus un rappel de disposition générale. Il n'y a rien de nouveau qui est dit là-dessus. Les services de secours, qui a d'ailleurs une conséquence anecdotique, parce que les pompiers de Paris ont été assaillis d'appels vendredi dernier pour savoir s'ils pouvaient répondre. Il est vrai que je comprends d'habitude comme une capacité de fait, hein, avec les services de secours et les hôpitaux qui sont en capacité de recevoir des accidentés. Dans cette période particulière, on a voulu mettre l'accent sur la nécessité de vérifier. Vendredi dernier, nous n'avions pas vu sur les sites internet des préfectures l'information sur la disponibilité. Donc, on m'a dit qu'une instruction préfectorale était partie, mais je ne l'ai pas vue, je ne sais pas vous en dire plus là-dessus. Je vous propose peut-être de marquer une pause à ce stade. J'imagine qu'il y a certainement des remarques ou des questions sur ces éléments-là, et donc je vous propose qu'on fasse un premier point. Je vous remercie. Alors, je vous propose effectivement qu'on n'accumule pas davantage de retard, et donc je vais demander une première réaction aux différents intervenants. Pascal Asselin. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Monsieur Dufil. On a effectivement échangé pendant le consensuel de la construction et des filets énergétiques il y a 8 jours. Alors que dire? Nous, on avait une vision un peu macro des choses, et donc c'est intéressant d'avoir un guide aujourd'hui. Alors, même si au début, faut le dire, j'étais un peu dubitatif, mais j'avoue qu'en fin de compte, tout ça, ce n'est que le Code du travail, rien que le Code du travail, et que cette réglementation, elle existe depuis 27 ans. Alors, moi, ce que j'avais du mal à faire passer auprès de mes clients quand je suis assistant maître d'ouvrage, c'est le fait qu'effectivement, ce n'est pas une partition qui joue en solo, mais une partition qui se joue à plusieurs. Et souvent, eh bien, on a un guide des bonnes pratiques, mais aussi, je peux vous dire qu'on aurait pu aussi écrire un guide des mauvaises pratiques. Et ce qui se passe, en ce qui me concerne personnellement, c'est tout un peu embêtant de parler de son cas, mais je vais en parler parce que c'est tout chaud. En ce qui me concerne personnellement depuis vendredi et encore ce matin, eh bien, j'arrive à mettre en face de leurs responsabilités les différents acteurs. Et comme je dis d'ailleurs à certains de mes collègues, autres organisations professionnelles, je dis c'est le guide qui va éviter de faire des chantiers à risque. Alors bien sûr, on n'évitera jamais les petits malins, les petits futés, qui sont tout le temps plus malins que les autres, et les risques, c'est pour les autres. Mais en attendant, moi, je vous invite quand même, dans ce guide, à aller faire appliquer la checklist des 10 points à régler avec son client, quel point il doit signer en bas de la feuille. Et j'ai noté quand même que je lisais 1, 2, 3, 4, 5 fois le mot client dans les 10 points. Donc ça, je trouve que c'est assez extraordinaire en ce qui me concerne. C'est une vraie expérience qui m'aide dans mon quotidien. Et puis, dernière chose, j'ai quand même noté au point 4 que votre bon de commande ou l'avenant pour la reprise du chantier prévoit-il des clauses de blablabla. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nos chantiers doivent être arrêtés pour faire les diligences minimum qui sont inscrites dans ce guide afin de les recommencer, de les reprendre ou pas. Donc, vous voyez, j'essaye d'être assez concis, de vous dire le minimum de choses que je vis au quotidien. Et surtout, je conseille mes clients de renforcer la mission du CSPS en demandant de passer 1 voire 2 fois par semaine sur les opérations. Enfin, bien sûr, tout dépend de la taille. Mais voilà, j'en ai à peu près fini sur ce guide, mais je peux vous dire que c'est vraiment pour moi un outil très pratique dans mon quotidien. Merci Pascal. Je propose à Régis d'enchaîner. Merci. Donc, je rappelle Régis Lambert, président de l'UNGE, les géomètres experts. Moi, je salue aussi le travail qui a été fait parce que je trouve que ce guide est très bien équilibré. Il y aurait pu avoir une crainte qu'il aille trop loin dans les normes et que le temps qu'on comprenne comment ça marche, le déconfinement soit fini. Ou à l'inverse, qu'il soit trop flou, ce qui est une caractéristique de la communication jusqu'à présent de bon nombre de nos gouvernants et qui est assez embêtant. Moi, j'ai beaucoup apprécié le fait que les travaux soient distingués entre 3 catégories.
Évidemment, les chantiers, puisque il y avait un objectif initial sur ce type de travaux, mais également les travaux chez les particuliers, qui sont nombreux, qui vont pas être simples à faire redémarrer, parce on est quand même dans une phase de psychose. Et cette psychose, il faut la gérer avec une méthodologie, et je trouve que la méthode est bonne. Et enfin, la troisième catégorie de travaux chez les clients professionnels qui, eux, sont aussi en phase a priori d'activité, donc ont dû déjà en mettre en place chez eux des moyens de travailler avec le virus vis-à-vis de leurs salariés. Donc par rapport à tout ça, vraiment, je trouve que c'est bien. Après, un peu plus tard, j'entrerai sur des points plus précis, mais à ce stade, voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Je vous propose donc sans transition que Jean-Michel Voulkov prenne la suite des réactions à la parution de ce guide. Bonjour, Jean-Michel Voulkov, donc le président de l'UNSFA, l'Union des architectes. Je tiens déjà à saluer effectivement la sortie du guide. Évidemment, comme tous, il y a des points à parfaire et il y a des choses que l'on va aussi vérifier dans la réalité de nos missions. Et le guide a le mérite de décrypter un certain nombre de situations et de mettre en lumière des cas assez concrets. Dans le cadre de nos missions, je ne reviendrai pas sur les choses qui sont assez communes à toute la maîtrise d'œuvre, qui sont toutes les phases, depuis la phase diagnostique jusqu'à la phase pro, où dans le fonctionnement de nos activités en interne, on peut régler les cas de gestes barrières, de coactivité, on peut le faire. Ce que je veux surtout insister, c'est qu'on a deux responsabilités importantes sur deux phases de chantier. Un sur la phase DCE, où dans le cadre du DCE, les CSPS établissent les plans généraux de coordination et de sécurité, et que l'ensemble de nos DCE doivent en tenir compte. Et donc ça, il va falloir que l'on ait une partie importante de notre travail sur cette phase-là, qui soit fait en accord avec l'ensemble des parties. Et le guide le souligne bien sur ces différents intervenants. Et puis une deuxième, bien évidemment, qui est sur le chantier, où les règles doivent être strictes, et notre position aussi en tant que pilote d'opération dans nos missions d'OPC ou de DET doivent aller, et je dis bien doivent aller, jusqu'à l'arrêt de chantier si les choses ne sont pas respectées. Merci Jean-Michel. Je propose qu'on poursuive. Après, on rentrera davantage dans le débat. Toujours première réaction de la part de Dominique Millet, président du Synamom. Bonjour à toutes et à tous. Bien entendu, je suis bien entendu les recommandations de Jean-Michel que je partage, puisque nous faisons pratiquement la même chose, peut-être avec des chantiers qui sont moins importants. Et j'ai le cas justement de petites entreprises sur des petits chantiers qui ont déjà repris le travail. Mais sans coactivité, en respectant bien entendu les règles qui s'imposent et surtout le SPS qui passe 3 à 4 fois par semaine sur le chantier. Je me suis rendu moi sur un chantier ce matin où j'ai pu constater que tout le monde travaillait masqué. Il y avait le lot sur le chantier était balisé et chaque fois qu'une entreprise sortait sur le domaine public, elle était masquée. Donc pour l'instant, comme la maîtrise d'œuvre du Synamom représente quand même beaucoup de petits chantiers, on essaye de travailler parce que le souci que nous avons, quand il va y avoir ce déconfinement et qu'on pourra de nouveau travailler, combien d'entreprises resteront pour travailler si cela dure plusieurs mois? Je pense qu'il va y avoir un certain nombre d'entreprises qui vont disparaître malheureusement. Et c'est surtout la reprise qu'il va falloir prendre en compte bientôt, parce qu'elle arrivera, j'espère, un jour, et j'espère bientôt. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Merci, y compris de commencer à ouvrir le volet économique qui est sous-tendu.
Julien Berry, directeur technique du LCA FFB, le promoteur, qu'est-ce qu'il dit? Oui, bonjour, donc Julien Serry, donc je représente effectivement les promoteurs immobiliers et les constructeurs de maisons individuelles au sein de la FFB. Un petit point sur l'activité aussi, nous c'est vrai qu'on est à 90-95% de la production qui est à l'arrêt aujourd'hui. Donc les fonctions études internes ont été pour la plupart mises en télétravail et les fonctions commerciales, comme vous pouvez l'imaginer, sont à l'arrêt également. Donc nous, effectivement, on salue un petit peu, on emboîte le pas à tout le monde, on salue la sortie de ce guide qui fixe effectivement le cadre de la reprise des chantiers. Mais le message qu'on fait passer à nos adhérents, c'est que c'est pas parce que ce guide est sorti que tout le monde va pouvoir remonter dans sa camionnette et repartir sur les chantiers ce matin. Il y a plusieurs points à vérifier et nous, en tant que promoteurs et maîtres d'ouvrage, on a ce premier paragraphe de la page 2 du guide qui nous demande d'établir et de formaliser une sorte d'analyse de risque ou d'analyse de la situation au cas par cas. Et je pense qu'il faudra effectivement les analyser au cas par cas et en mettant en lien surtout tous les acteurs, que ce soit les équipes de maîtrise d'œuvre, le coordinateur SPS, les entreprises, pour effectivement assurer la reprise. C'est déjà la première étape avant de se lancer dans une quelconque reprise. Ensuite, nous, on aura d'autres choses à faire, notamment prévenir le client qu'on va reprendre le chantier. Et une fois tout ça fait, il faudra mettre à jour tous les documents, toute la partie administrative, on va dire, avec le PGC, le PPSPS des entreprises, le document unique, les plans de continuité d'activité, etc. Mais avant ça, il faut effectivement, comme le dit bien le guide, faire l'analyse de la possibilité de reprendre ou non en lien avec tous les acteurs. Merci. La dernière réaction d'Amiracle pour Sinov. Oui, bonjour à tous. Donc Damien Racle, Sinov Engineering. Alors nous, on a pris position par rapport au guide et on salue d'ailleurs l'évolution entre la version 1 et la version 2. L'apport des fiches pratiques, qui notamment vis-à-vis de la maîtrise d'ouvrage est un vrai plus. Néanmoins, on a souligné quelques points qui aujourd'hui nous posent question. Notamment sur tout l'aspect contractuel, puisque avant de parler de reprise, il va falloir effectivement remettre à plat un certain nombre de relations contractuelles avec tous les acteurs du chantier, l'impact sur les coûts, et puis un point qui ne semble pas avoir été éclairci et qui est un peu lié aux exigences préalables dont on vient de parler, qui est la position des CARSAT, qui aujourd'hui, dont on aimerait bien avoir une confirmation qu'elles sont à peu près alignées avec les recommandations du guide. Pour être très bref. Merci. Donc une vraie question. Quelqu'un a une réponse? Peut-être, alors, sur cette dernière question liée avec les CARSAT, moi j'ai eu une information de la Direction nationale donc de l'assurance maladie, selon laquelle le guide de l'OPP servira de base pour les positions des CARSAT. Et pour être totalement transparent avec vous, j'ai écrit vendredi matin dernier à la directrice générale de la CNAM pour avoir confirmation officielle de sa part. Pour l'instant, réponse. Nous, on avait associé quelques représentants de CARSAT à la réalisation du guide, hein, donc on a eu des gens qui ont contribué et qui donc partagent le contenu. Maintenant, je souhaite vous rappeler ce qui est la difficulté, bien souvent, des positions des contrôleurs, des CARSAT et de la CRAMIS en particulier. Hein, parce que quand on parle de l'assurance maladie des CARSAT, moi, le seul élément dont j'ai connaissance à ce jour, c'est de recommandations diffusées par un contrôleur de la CRAMIS qui diffuse ses recommandations personnelles qui vont au-delà du guide, par exemple sur la question des masques, hein, puisque lui recommande le port du masque permanent sur les chantiers. La seule chose, c'est que dans les CARSAT, il n'y aura pas de position officielle et certainement pas de position officielle rapide, hein, puisque le mode de fonctionnement des CARSAT veut que s'il y a une position officielle, ça se fait au travers de ce qu'ils appellent des recommandations, qui est un processus d'élaboration paritaire qui est long.
En général, on parle plutôt de 1 à 2 ans et pas de 1 à 2 semaines. Donc sur les CARSAT, voilà ce que je peux vous dire à ce jour, hein, et donc rappeler que d'après les informations qui m'ont été transmises, les CARSAT doivent prendre le guide de l'OPP-BTP comme le document de recommandation de base à appliquer quand ils retournent sur le terrain d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui je crois qu'ils ne sont pas autorisés à y aller, quand ils retourneront sur le terrain pour veiller effectivement à prévenir correctement à protéger la santé des salariés en prévention de la pandémie. Alors, monsieur... Oui, pardon. Non, allez-y. Alors, juste un autre point, je dirais, en vous remerciant là, pour vos commentaires les uns les autres. Moi, je crois qu'un des éléments que je partage tout autant aux entreprises du BTP, bien évidemment, dans la situation où nous sommes aujourd'hui, où on est encore en phase 3, on est en pleine phase épidémique, on ne sait pas encore bien finalement est-ce que le pic est passé ou pas passé. Nous, on considère que il est souhaitable pour toutes les parties d'être plutôt plus exigeant qu'il ne le faudrait dans le guide. Il vaut mieux pêcher par excès que de pêcher, pas que de pêcher par oubli. Et qu'à travers le haut niveau d'exigence qui est formulé, qui signifie très clairement, et nous en sommes très conscients, que dans un certain nombre de cas, l'organisation correcte de l'opération pour répondre à toutes les exigences n'est pas simple, mais ceci est, de notre point de vue, un niveau d'exigence qui est indispensable pour sécuriser l'ensemble des acteurs et permettre un redémarrage progressif des activités. Bon, je rappelle que les 4 syndicats qui finalement n'ont pas voulu apporter officiellement leur caution ont quand même appelé officiellement, alors ils ne sont peut-être pas entendus, hein, mais en tout cas ils ont quand même appelé officiellement un droit de retrait généralisé. Donc on a vraiment intérêt, pour s'assurer effectivement que de l'activité continue et continue dans de bonnes conditions, il vaut mieux mettre ceinture et bretelles que le contraire, hein, pour le dire de façon plus illustrative. Et puis un petit point complémentaire sur les CSPS. Je ne sais plus si on en avait parlé précédemment. Certains d'entre vous se souviennent peut-être il y a 1 an et demi, nous avons accompagné, même bientôt 2 ans d'ailleurs, parce que les mois passent, nous avons accompagné la publication d'un livre blanc de la coordination SPS, avec exercice au cours duquel nous avions réussi à rassembler l'ensemble des acteurs de la coordination SPS, identifier, si mon souvenir est bon, je crois qu'il y avait 4 enjeux principaux et puis 12 sujets de travail. Bon, les gens de la coordination SPS continuent à travailler aujourd'hui même et ils devraient publier dans les tout prochains jours un document donc partagé par eux où ils vont aller, je dirais, un cran plus loin que ce que nous l'avons fait pour bien préciser, je dirais, quelque part le logigramme des responsabilités et des décisions qui sont à prendre et qui, je crois, positionne assez clairement la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage dans ce cadre-là. Merci. Parmi les questions qui défilent, il y en avait une qui était un petit peu connexe sur la position de l'inspection du travail. Je crois qu'on n'a pas connaissance d'une position officielle de l'inspection du travail. Enfin, de toute façon, c'est les inspections du travail. Et je dirais là aussi, vous avez cité la CRAMIF parce que l'Île-de-France est fortement représentée en termes de population dans tous les sens du terme, mais d'une manière générale, est-ce qu'on peut rappeler ce que vous avez rappelé les uns et les autres dans vos interventions, c'est que c'est au cas par cas quand même que ça se décide et que ça se juge. Oui, alors un mot quand même en plus sur l'inspection du travail. Parce qu'un certain nombre d'inspecteurs du travail, je crois de façon plutôt spontanée, ont fait fleurir divers courriers adressés souvent aux chefs d'entreprise. En tout cas, moi j'ai connaissance de courriers adressés aux chefs d'entreprise. Dans un seul cas, qui est le chantier de Notre-Dame, adressé à la maîtrise d'ouvrage,
rappelant à chacun ses responsabilités et terminant ce bouquet de fleurs par la fleur la plus vénéneuse, à savoir le rappel de la responsabilité pénale du chef d'entreprise, Oui. le cas échéant du maître d'ouvrage, en lien avec les histoires d'épidémie. Alors, c'est la fleur la plus vénéneuse, mais elle existe et il ne faut pas s'y piquer. Et justement, pour faire écho à une autre réaction sur la possibilité de négocier des avenants qui conduisent à modifier le prix et les délais, est-ce que quelqu'un a des témoignages là-dessus? Pascal Asselin, je te vois te rapprocher de ta caméra et de ton micro. Pour dire quoi en termes de… Que tant qu'on en est aux bonnes intentions, tout le monde est à peu près d'accord, ne prenons pas de risques, n'exagérons pas, et nous avons tous une responsabilité civile, pénale, contractuelle. Pour autant, à un moment donné, la mise en application des recommandations, même sans aller jusqu'à la ceinture et les bretelles, va conduire nécessairement à des augmentations de délais et de coûts. Donc normalement, une révision de ces domaines-là par avenant, et c'est jamais si évident et si simple. Je demandais s'il y avait des témoignages là-dessus. Pour l'instant, il y en a. Écoute, René, des témoignages, il y en a toute l'année. Simplement, c'est qu'aujourd'hui, on fait un focus sur ce nouveau risque qu'il faut analyser. Et je me répète, c'est le Code du travail, rien que le Code du travail. Il y a en fin de compte deux responsabilités intrinsèques. Il y a la responsabilité des chefs d'entreprise, que nous sommes tous, hein, aussi bien entreprises de bâtiment qu'entrepreneurs dans l'ingénierie. Et puis, ces 9 principes généraux de prévention qui existent dans le Code du travail ont été, je dirais, appliqués dans le cadre du BTP en 93, il y a 27 ans. Et là, dans le BTP, on s'est dit, on va faire une responsabilité collective, non seulement avec les entreprises, mais aussi avec le maître d'œuvre, avec les clients, maîtres d'ouvrage, et pour coordonner tout ça, on a créé une fonction qui est le coordonnateur de sécurité et de protection pour la santé. Donc, je dirais, rien de nouveau. Simplement, on oublie souvent de repenser les 9 principes généraux de prévention. D'abord, on évalue le risque, on essaie de l'éviter. Si on ne peut pas l'éviter, on met des mesures correctives. Et si vraiment on ne peut pas l'éviter, on n'y va pas du tout. Et donc, dans mon propos en préambule, je disais, mais quand on utilise ce guide, hein, on s'aperçoit que quand il faut travailler tous ensemble, eh bien là, je vous garantis que les chantiers, entre guillemets, qui effectivement vont poser des risques, et il y en a beaucoup. Je ne parle pas des chantiers, effectivement, où vous n'avez qu'une seule entreprise pour restaurer ou refaire une terrasse à l'extérieur dans un jardin, qui ne nécessite quasiment pas de coactivité. Et il y en a beaucoup, il y en a énormément de chantiers comme ça. Hein, les chantiers de terrassement aussi, où les gens sont dans des engins. Mais tous les autres chantiers qu'on a, je dirais, les gens qui sont autour de cet écran ont l'habitude de rencontrer, à savoir des chantiers formalisés, hein, avec des marchés, avec plusieurs entreprises, que ce soit marché public ou privé, ont effectivement cette exigence d'analyse des risques et de mise en œuvre des mesures collectives de prévention des risques. Et les mesures collectives, et là je vous ramène encore au Code du travail, elles sont à la charge du client. Il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. Et ça se notifie sur des avenants. Alors, en marché public, il y a une règle qui est terrible, c'est-à-dire qu'on peut donner un OS exécutoire. Hein, et après, on discutera à la fin de la foire comment on va compter les petits plus et les petits moins. Par contre, en marché public, je vous le rappelle, une entreprise travaille avec un OS et un devis signé. C'est le droit commun. Donc, oui, il va y avoir des plus-values. Oui, il va y avoir des délais qui explosent. Et ce que je disais la semaine dernière, je maintiens mes dires, c'est qu'on va s'apercevoir, fort heureusement, j'espère que ça ne durera pas plus d'un mois et demi, voire 2 mois et demi maximum, ce confinement, mais ce qu'on risque de s'apercevoir, c'est le gain, l'analyse de gain entre l'économie et la gestion de cette crise sanitaire sur des chantiers que je viens de vous dire. Le gain sera quasiment nul, sachant qu'il faudra redécontaminer après chaque passage d'entreprise. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais apporté et je me répète, je vis ça depuis 2 ou 3 jours avec certains clients et ça marche très bien. Voilà. Après, un point qui me semble important à bien rappeler à tout le monde, c'est que malheureusement, en tout cas ce que l'on a comme écho de l'expérience qu'ils ont en Asie, la fin de la période de confinement ne va pas signifier la fin de mesures strictes
sur les chantiers. Donc moi, je crains que les mesures de distanciation sociale, de port de masque obligatoire, je pense à cette époque-là et compagnie, elles risquent de durer peut-être bien jusqu'à la fin de l'année. Hein. Donc on va être impacté quand même de façon un peu durable. Alors, ça, c'est très bien de dire ça parce que, vous voyez, à un moment donné, il faudra peut-être quand même qu'on se mette aussi tous autour de la table pour, entre guillemets, mettre aussi le législateur en face de ses responsabilités. Parce que le maître d'ouvrage est co-responsable de la sécurité. Et donc, à un moment donné, effectivement, on parle de la responsabilité pénale, civile, à laquelle, d'ailleurs, on est loin d'être tous assurés sur les risques pandémiques. Donc, il y aura un vrai sujet, effectivement, si ça dure plus de 2 ou 3 mois. Il y aura un vrai sujet, alors là, du coup, responsabilité et économique. Mais là, moi, je n'ai pas la réponse. Et il faudra peut-être que le législateur s'y penche. Est-ce qu'on est d'accord, Monsieur Dufil, pour dire que le guide dont on parle, d'ailleurs, il emporte le titre, a été écrit en période de pandémie du Covid-19 et que, stricto sensu, il n'est applicable que dans ce cadre-là de confinement en relation avec cette pandémie, et que lorsqu'on sera en période intermédiaire de déconfinement, période intermédiaire éventuellement au pluriel, la première, la deuxième, la troisième, je ne sais pas, on verra ce que l'avenir nous réserve, il faudra faire une mise à jour de ce guide pour qu'on adapte effectivement les exigences à la situation. Ah oui, oui, bien sûr. Je veux dire, moi, je pense que des mises à jour, on va en faire. Moi, j'en vois au moins 2 potentiellement importantes. Je pense que d'ici peu, quand les masques seront enfin disponibles, je pense que l'État va effectivement prendre des mesures de port du masque obligatoire dans l'espace public. Et le chantier sera déclaré, je pense, comme espace public. Et il nous faudra voir à la lumière, en fait, de la disponibilité des masques. Il y a un certain nombre de préconisations qu'on peut faire évoluer. L'objectif étant de faciliter néanmoins le travail autant que faire se peut en respectant la sécurité sanitaire. Hein. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui peut arriver encore pendant la période de confinement. Et puis, bien évidemment, une fois qu'on sortira de la période de confinement, il faudra qu'on ajuste en fonction des préconisations des autorités sanitaires, toujours dans ce même objectif, hein, qui est de trouver le meilleur compromis possible entre sécurité sanitaire d'une part et puis capacité à mener l'activité économique d'autre part. Alors, on a quelques coordonnateurs santé-sécurité, je crois, autour du micro. Si l'un d'eux veut prendre la parole, qu'il n'hésite pas. Oui, bonjour. Pascal Japon, PCS, on fait de l'OPC et du SPS. Vous nous entendez ou pas? Plus près du micro, si c'est possible. Je n'entends pas très bien, moi. Non, mais simplement parler pile en face de votre ordinateur. Ok. Avant, on était habitué à avoir l'OPBTP en réunion CI2SCT, réunion lorsqu'on a des soucis d'hygiène ou de sécurité. Et depuis une quinzaine d'années, on n'a plus l'OPBTP avec nous comme allié pour répondre aux différentes observations de la CRAM et injonctions de l'inspection du travail. Avec le guide, on se sent un petit peu seul, c'est-à-dire qu'on va retourner sur nos chantiers, on revient sur nos chantiers, hein, il y en a certains qui sont en cours d'exécution, comme pour les hôpitaux de Paris, là, la PHP, et il y a beaucoup d'opérations. Et on a en face de nous la CRAM, MIF, qui nous envoie des mails, des recommandations, tous les 15 jours, et toutes les semaines même. Le dernier est en date d'aujourd'hui, 12h55, et dedans, on a encore de nouvelles recommandations. Juste une question, l'OPBTP, c'est quand même fait pour les entreprises, pour aider à apporter les éléments de réponse dans leur PPSPS. Et nous, en tant qu'OPC et SPS, on a plus comme interlocuteur la CRAMIF. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un guide ou des recommandations de la CRAM qui va être publié par l'INRS très prochainement, où on est juste face avec les recommandations de la CRAM par mail? J'ai été clair? Écoutez, si j'ai bien compris, moi, à ma connaissance, hein, alors d'abord, je reviendrai sur un point avec l'inspection du travail. Le guide de l'OPCBTP est également publié sur le site du ministère du Travail, donc comme étant aussi les recommandations officielles de l'État quant aux mesures à mettre en œuvre dans le domaine du BTP. Hein.
Bon, il y a juste une chose, un petit détail technique. Plutôt que de simplement renvoyer vers notre site internet et notre document, ils ont remis en forme différemment la même chose. Bon. Normalement, le fond du texte est censé être strictement le même. Bon. À nouveau, en ce qui concerne INRS et CRAMIF, INRS, je n'ai pas connaissance, j'ai même connaissance que l'INRS ne va pas publier de choses spécifiques au BTP. Eux aussi renverront vers le guide de l'OPP-BTP. Et à nouveau, à ma connaissance, les CARSAT et la CRAMIF ne sont pas censés publier également quoi que ce soit de différent. Maintenant, malheureusement, les acteurs en tout cas de l'Île-de-France, et puis c'est le cas aussi dans d'autres régions de France, savent que certains contrôleurs CRAMIF ou CARSAT n'en font qu'à leur tête et publient ce que bon leur semble. Maintenant, je vous rappelle que n'hésitez jamais à faire appel aux conseillers de l'OPP-BTP, voire faire appel plus haut à l'OPP-BTP pour qu'on vous apporte du soutien, le cas échéant, pour résister à des injonctions déplacées de la part de la CRAMIF. Ce qui ne veut pas dire qu'on aura gain de cause. Hein. Malheureusement, ces gens-là bénéficient d'une immense, j'ai même envie de dire, indépendance d'action sur le terrain. D'accord. Merci. Bon, quand je vois que l'heure tourne, moi j'aimerais dire quelques mots sur la suite du guide. Bon, parce que les éléments qui suivent, les consignes générales. D'abord, c'est la mise en avant effectivement donc des gestes barrières principaux, la distance et le lavage des mains à l'eau et au savon, et en rappelant bien que dans l'environnement du chantier, l'accès à un point d'eau et à du savon ne peut pas être remplacé par du gel hydroalcoolique, qui est une solution, je dirais, complémentaire, mais qui ne peut pas être un remplacement de base. Bon, ensuite, on en a dit un petit mot, donc il y a la question des masques. Très clairement, l'État, dans la situation actuelle, a voulu voir dans le guide que le minimum de ce qui pouvait être écrit sur les masques. Hein. Donc, il y a 3 situations où on dit que le port du masque est obligatoire. Petite mention au passage, nous sommes en train d'essayer de réviser les mentions techniques pratiques des types de masques qui sont acceptables sur les chantiers. Ce que j'attends, c'est que l'ensemble des masques de type chirurgical soient acceptés, donc ce qu'on appelle les types 1, 2 et 2R. En revanche, les nouveaux types de masques, dits masques textiles, là, qui ont été agréés par les ministères la semaine dernière, ne seront a priori pas acceptés dans les situations de port de masque obligatoire, parce qu'ils ne sont pas réputés permettre de faire écran à moins d'un mètre. Hein. Donc ça, je vous le signale pour information. Alors, un élément qui est important vis-à-vis des entreprises, que nous, dans la version que nous avions revue en CST il y a 10 jours, nous avions donc les 3 mêmes situations de port de masque obligatoire. Et puis sinon, on disait, dans les autres cas, le port du masque n'est pas obligatoire, mais est très fortement recommandé dans la mesure où le respect absolu de la distance de 1 mètre n'est pas garanti. Hein. Bon, l'État n'a pas voulu cette formule et l'a remplacée par la formule qui figure actuellement. Dans les autres cas, le port du masque n'est pas obligatoire et fait l'objet d'une discussion dans le cadre du dialogue social de l'entreprise. Nous n'avons pas réussi à avoir d'explications complémentaires de l'État sur cette nouvelle phrase. Elle fait l'objet d'une discussion dans le cadre du dialogue social de l'entreprise. Moi, je vais partager avec vous mon interprétation. Donc, c'est une invitation à toutes les entreprises, avant de poursuivre ou de reprendre le travail, à échanger avec les représentants du personnel, voire le personnel dans son ensemble, pour parler du port du masque. Il y a 98 chances sur 100 au moins que les personnels se prononcent pour la reprise avec port de masque. Et dans la situation actuelle où les masques sont toujours en pénurie, ça peut signifier très clairement un obstacle complémentaire pour permettre de reprendre des activités. On essaye d'y voir clair sur les approvisionnements de masques. C'est difficile. Je rappelle qu'à ce jour, quasiment toutes les importations de masques de type FFP2 sont réquisitionnées par l'État. Les masques chirurgicaux, il y en a qui passent au travers des mailles du filet de l'État. Hein.
Donc, il y en a eu quelques millions qui sont arrivés la semaine dernière. Il y en a plusieurs millions qui sont promis pour cette semaine. Mais bon, tant que les masques ne sont pas arrivés sur le sol français, ne sont pas passés les douanes, nous n'avons pas de certitude sur la disponibilité en grand nombre pour les entreprises. Saint-Gobain, moi, m'a fait part de commandes de 50 millions de masques qu'ils ont passés en Chine. Leur objectif étant d'en mettre à disposition dans les points P. Bon, par ailleurs, autre élément qui va sans doute, qui va marquer de fait le paysage du BTP, un grand groupe comme Bouygues, donc qui se met en capacité de reprendre des opérations depuis le milieu de la semaine dernière, a décidé que le port du masque sera obligatoire sur les opérations de Bouygues. Donc ceci va aussi contribuer à faire tache d'huile. Donc à nouveau, un effet d'obstacle, je pense, complémentaire à la reprise cette semaine et sans doute encore la semaine prochaine. J'espère que ce sera plus simple après. Alors, nous sommes plusieurs à ne pas avoir compris quel était le type de masque dont il fallait se méfier ou qui était autorisé. Alors, pour dire les choses de façon simple, donc il existe aujourd'hui 4 catégories de masques en France. Je laisse d'abord à part les masques à cartouche ou les masques à ventilation assistée, qui sont habituellement les masques qui offrent les niveaux de sécurité les plus élevés. Donc les entreprises qui ont ce type de masque peuvent continuer à les utiliser. Je rappelle simplement que ces masques vont avec des aptitudes pour pouvoir les utiliser. Il y a des temps de vacation d'une durée maximale de 2 heures, des temps de pause, ainsi de suite. Donc c'est relativement, je dirais, lourd d'usage. Et puis les cartouches demandent aussi à être remplacées régulièrement. Donc ce n'est pas non plus quelque chose qui est sans coût de consommable et sans besoin de consommable au passage. La deuxième catégorie, donc il y a ensuite 2 catégories de masques qui sont ce qu'on appelle les masques sanitaires. Il y a d'une part la famille des masques FFP, FFP1, FFP2, FFP3, qui sont des masques à très haut niveau de filtration, sortante et entrante. Donc ce sont les masques qui sont typiquement utilisés actuellement par le personnel soignant pour éviter d'être contaminés par les malades. Ce sont des masques qui filtrent des micro-gouttelettes de l'ordre du micron pour éviter l'absorption de virus par le personnel soignant. Les masques de type FFP2 sont les masques qui sont couramment utilisés dans nos métiers également, par exemple sur les interventions avec le plomb. On s'en sert aussi dans certains milieux avec des risques biologiques qui existent aussi de temps en temps. Donc l'État, très clairement aujourd'hui, réserve les masques de type FFP pour le personnel soignant. L'autre catégorie de masques sanitaires sont les masques chirurgicaux. Pardon, vous n'avez pas entendu? En normalisation. Excusez-moi, vous n'avez pas entendu? De type 2, ce qui les distingue, c'est un pourcentage de filtration qui est de 95% pour le type 1, de 98% pour les types 2, et le type 2R, c'est un mode renforcé qui a été normalisé initialement pour être plus résistant à des projections de liquide, comme ça peut arriver vers le chirurgien pendant une opération. Pour l'instant, dans la première version du guide, nous avons précisé le type 2R pour les interventions à moins d'un mètre. Donc nous travaillons aujourd'hui même pour obtenir un élargissement et l'acceptation de tous les types de masques chirurgicaux, 1, 2 et 2R, de façon à faciliter l'approvisionnement. La dernière catégorie, donc, c'est ce qu'on appelle les masques textiles non sanitaires. C'est une catégorie qui a été créée par l'État, normalisée la semaine dernière, pour permettre la fabrication de masques textiles en France, et dont l'usage est plutôt destiné au grand public, et plutôt en fait pour une mesure d'autoprotection, et dans une situation où la distance minimale de 1 mètre reste garantie. C'est ce qui fait que ça ne pourra pas servir dans la situation de coactivité, de proximité, pour laquelle le guide préconise le port d'un masque obligatoire. Bon, maintenant, les masques textiles pourront servir à donner plus de sécurité, néanmoins aux intervenants sur chantier. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, les masques textiles, il y a une 50aine d'entreprises qui ont été agréées par l'État la semaine dernière pour les produire. Moi, de ces informations que j'ai, les premières quantités en nombre ne seront disponibles que d'ici 2 ou 3 semaines. Donc, il
il est probable que d'ici là, les masques chirurgicaux chinois, enfin fabriqués en Chine plutôt, pardon, seront déjà disponibles en quantité suffisante. Donc cette dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle les masques ARAD. Les masques, pardon? ARAD. J'enchaîne. On a des questions sur le référent Covid-19. Le référent Le référent. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez préciser les questions? Ben, une question, là, c'est quid du Covid-19, du référent Covid-19, et l'autre, je l'ai perdu dans mon déroulement d'écran, je suis désolé. Mais on n'en a pas parlé du tout, là, dans nos échanges. Écoutez, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas... excusez-moi, parce que comme j'ai enchaîné les choses, je peux confondre entre un échange et le suivant, donc au risque de me répéter. L'objectif de la désignation d'un référent Covid-19, c'est de s'assurer que le maître d'ouvrage, dans la mesure où il voudra bien désigner un référent Covid-19, à travers cette désignation, permet, j'ai envie de dire, d'incarner sa responsabilité et les actions qu'il est amené à porter. Comme je crois l'avoir dit, nous n'avons pas souhaité donner de définition plus précise. Tout d'abord parce qu'il y a trop de situations différentes existantes sur les modes de montage d'opération, mode de fonctionnement entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre d'entreprise. Donc il nous a semblé que soit on aurait trop de cas différents à venir décrire, et que souvent d'ailleurs nous taperions à côté. Donc je dirais que c'est plus l'esprit de cette désignation que moi j'invite à retenir aujourd'hui. Donc à nouveau en disant, à travers cette désignation, le maître d'ouvrage dit vraiment qui pour son compte va pouvoir traiter de toutes les questions qui sont en lien avec cette épidémie, et cette personne aura donc capacité à devenir l'interlocuteur privilégié sur cette question. Moi, j'ai pas d'autres éléments, je dirais, à partager à ce stade-là avec les uns et les autres. Bon. Si je peux prendre la parole, René. Oui. Par rapport à ce référent Covid-19, moi, j'avais pas tout à fait compris ça. Donc, ok, il y a un référent Covid-19 du maître d'ouvrage, mais de ce que j'ai lu, en particulier page 4 du guide, c'est qu'il doit y avoir également un référent par entreprise, voire par chantier et par entreprise. Par entreprise, et on préconise également d'en avoir un par opération, voire par chantier, d'autant plus que les derniers, les retours d'expérience que nous avons sur un certain nombre d'opérations, c'est que pour réussir à faire prendre dans les habitudes différentes à l'ensemble des équipes sur le terrain, dans les tout premiers jours, il faut être extrêmement présent pour faire du rappel pédagogique quasi permanent aux équipes qui sont là. Et donc là, c'est bien le rôle que l'on assigne aux référents dans les entreprises. Ok, c'est comme ça que je l'avais compris aussi. Ouais. Si, tant que j'ai la parole, même la même page, un peu au-dessus, il y a une petite phrase, porter une attention particulière aux salariés âgés. On est âgé à partir de quel âge? Je pourrais vous dire que je souris. Moi, j'ai appris depuis 45 ans que je suis un salarié senior, que je trouvais jeune à l'époque. Donc, écoutez, là, je vais vous dire quelle était l'intention, sachant que finalement, on n'a pas réussi à préciser les choses. Alors, d'abord, réglementairement, les personnes dites à risque sont les personnes de plus de 70 ans. Les syndicats salariés ont souhaité qu'on porte une mention particulière pour les salariés âgés, sans qu'on définisse effectivement ce que veut dire âgé, ce que c'est 60 ans, 55 ans, voilà. Donc là, à nouveau, je dirais que c'est plus une mention incitative générale, uniquement pour dire, parmi vos équipes, regardez si vous avez des personnes qui vous semblent de santé fragile. Il y a des gens qui vous semblent de santé fragile. Soit vous êtes en capacité d'adapter leur
tâche, hein, pour éviter qu'ils se mettent en situation donc, de risque, voire le cas échéant, écoutez, faire appel à des mécanismes je dirais, de mise à l'abri via le médecin traitant, si besoin, par rapport à ces salariés-là. Je vais me permettre de vous le dire comme ça, on est un petit peu borderline là. Hein, je vais vous donner une illustration un petit peu du même registre. Vous vous souvenez sans doute, au début de l'épidémie, il était demandé aux personnes étant dans l'entourage d'une personne malade de rester chez elle pendant 14 jours, de se mettre en quarantaine. Aujourd'hui, ça ne fait plus partie des préconisations officielles de l'État. Néanmoins, s'il y a des gens qui sont dans cette situation, il peut être recommandé, y compris pour le bon esprit des équipes. S'il y a un gars dont on apprend, j'en sais rien, que la femme est tombée malade, voir le gars qui continue à venir sur le chantier alors qu'il a été en contact direct avec le virus de façon avérée, risque de poser difficulté au sein des équipes. Bon, alors il n'y a pas de mécanisme officiel prévu par l'État permettant de mettre de côté cette personne-là, tout en lui assurant quand même, je dirais, des conditions de rémunération. Donc je dirais, il n'y a qu'une solution de bon sens à laquelle on peut faire appel, à savoir que la personne qui est concernée, s'appeler son médecin traitant, lui faire part de la situation, et que le médecin traitant, le cas échéant, le mettre en arrêt maladie le temps qu'il faut pour s'assurer qu'il n'y a pas de maladie, le temps que les tests ne sont pas disponibles. Hein. Le jour où il y aura les tests, ce sera un peu différent, mais pour l'instant, il n'y en a pas. On a un certain nombre de questions sur les véhicules, le transport. On peut faire une petite parenthèse sur ce sujet-là. Mais certainement. Alors, ce qui pose difficulté sur les véhicules, c'est le respect de la distance de 1 mètre. Hein, puisque même dans un bulle avec 3 places à l'avant, il y a moins d'1 mètre entre la place de droite et la place de gauche. Donc, ça ne permet pas de respecter stricto sensu la distance minimale de 1 mètre, hein, qui est recommandée par l'État, y compris en cas de port de masque. Alors, bien entendu que cette mesure-là a des conséquences importantes, je dirais, sur les capacités techniques des entreprises. Alors, il y a dans un certain nombre de cas quand même des solutions palliatives, hein, à savoir qu'au lieu que les gars partent tous dans le même véhicule, il y a quand même un certain nombre de véhicules individuels. Et éventuellement, les entreprises peuvent, c'est bien ce qui est mentionné avec une mention entre parenthèses, en regardant sur les questions d'assurance, de prise en charge des coûts des véhicules. Il y a des capacités pour donc trouver des solutions là-dedans. Je signale aussi, parce qu'en fait on le voit fleurir là, depuis la fin de la semaine dernière, il y a même des gros aménageurs de véhicules qui commencent à proposer des écrans barrières à placer entre les sièges à l'avant, hein, de façon à permettre à plus d'un salarié de monter à l'avant des véhicules. Voilà, pour le reste, je vous signale aussi ce qui était une erreur non corrigée par l'État, hein, et je confirme bien qu'en ce qui concerne les attestations de déplacement professionnel, donc il appartient à l'employeur d'établir une attestation pour ses salariés. Il précise l'étendue géographique et l'étendue dans le temps du justificatif. Et ce seul justificatif suffit pour le salarié. Il n'a plus besoin de faire son papier individuel, là, normalement changé tous les jours. Merci pour cette précision. Je reste quelques instants sur les véhicules. Au-delà de la distance dont on voit bien la difficulté ou la facilité à la respecter, il y a aussi des exigences légitimes de désinfection si on partage le même véhicule successivement dans le temps. Et avec un débat qui semble sans fin et sans fond sur la durée de vie du coronavirus sur les surfaces sèches, mouillées, vitrées, vivantes, mortes. Vous pouvez nous en parler? Je n'ai pas beaucoup, je ne crois pas avoir vraiment d'informations complémentaires que celles que vous pouvez avoir. Hein. Donc, comme il y a des incertitudes sur la durée de vie du virus sur différentes surfaces, c'est pour ça que la recommandation qui est faite,
c'est de désinfecter toutes les surfaces de contact du véhicule à chaque fois qu'on change de chauffeur. Hein. Ou de passager d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai, quelle que soit donc, la partie du véhicule. Voilà, nous, c'est pas possible de donner à cette heure d'autres recommandations pratiques que celles-ci. Il en va de même pour les engins, qui peut être plus difficile pour les engins, parce qu'éventuellement, sur certains chantiers, on sait que certains petits engins de terrassement ou de transport de charge sont vraiment partagés au sein d'une même équipe. Alors, on voit bien, et c'est sans surprise, qu'il y a un certain nombre de notions qui sont un peu floues, d'une part, qui sont laissées à l'appréciation de chacun, au jugement professionnel, etc., etc. Est-ce que certains des participants de la salle veulent s'exprimer sur cette difficulté-là, notamment tout à l'heure, je reviens sur le référent Covid-19. Bon, d'accord, le maître d'ouvrage l'assume lui-même ou le désigne, et puis pareil au niveau de l'entreprise, mais est-ce qu'il y a des recommandations qui pourraient être faites sur le... Enfin, on pourrait penser que naturellement, le coordonnateur santé-sécurité pourrait être le référent Covid-19, non ? Je précise encore ma question, le port du masque, c'est un mot, mais quand on se met à porter un masque, on se rend compte que c'est pas si simple, qu'il ne faut pas se gratter le nez, et puis après se gratter le masque. Enfin bref, il y a comme ça un certain nombre de choses. Au-delà d'une formation ou information de base, la désinfection, ouais, d'accord, il faut un produit désinfectant, mais est-ce qu'il faut frotter 3 minutes, 30 secondes, est-ce que, enfin, etc., etc. Parce que par rapport à ce que disait Pascal Asselin tout à l'heure, il n'y a rien de nouveau, les risques, on les gère depuis des décennies, mais il y a des risques auxquels on est un peu habitué, donc on croit les comprendre, et puis il y a des risques nouveaux, et là c'en est un, c'est un risque nouveau, et j'ai un peu envie de dire le principal risque de ce risque, c'est qu'il est nouveau et mal maîtrisé par la quasi-totalité de la chaîne, non ? Écoutez, si je me permets moi de reprendre la parole après ces questions-réflexions, d'abord, moi j'aimerais quand même bien rappeler que dans mon esprit, en tout cas, le référent Covid-19 du côté de la maîtrise d'ouvrage, je pense que dans un certain nombre de cas, ne devrait pas être le seul coordonnateur SPS. Parce que, comme ça a été souligné par un certain nombre d'entre vous, les modifications des conditions d'opération, voire des conditions contractuelles qui sont consécutives à cette épidémie, font que les sujets doivent être coordonnés en lien avec cette question Covid-19 par la maîtrise d'ouvrage, dépasse largement le seul cadre de la coordination de santé et sécurité sur le chantier. Donc moi, je trouverais opportun, et si j'ai l'occasion, je le redirai à l'occasion aux représentants de la maîtrise d'ouvrage, qu'ils aient quelqu'un dans leur propre structure qui effectivement coordonne l'ensemble des conséquences et des décisions à prendre en lien avec l'épidémie me semble nécessaire. Bien entendu, en ce qui concerne, je dirais, la déclinaison des mesures en lien avec la coactivité sur les opérations qui sont lancées, le coordonnateur SPS peut être tout à fait la personne adéquate pour ce faire. Hein, et dans une mention qu'on avait dans la version précédente du guide, qui a été supprimée par l'État dans celle-ci, nous considérons néanmoins que dans un certain nombre de cas, il y aura effectivement besoin que le maître d'ouvrage étende la mission du coordonnateur SPS, qui n'avait pas prévu explicitement la prise en compte de ce risque-là, qui nécessite, pour que ce soit correctement géré, une mobilisation du CSPS qui est supérieure à la mobilisation habituelle. Donc voilà, moi je trouve important de mettre ça en avant, parce que si on n'est pas dans ce registre-là, il va y avoir des manquements, et in fine, c'est toute l'opération qui sera plus compliquée. Hein. Après, c'est une remarque un peu gratuite de ma part, hein. Moi, c'est pas le fond de mon métier,
on ne pourra pas éviter que dans certains cas, différents acteurs pour différentes raisons finalement n'aient pas intérêt à ce que ça se passe bien. Bon, mais là, je dirais ça dépasse malgré tout le cadre du guide et de ce que nous, en tout cas, on peut proposer comme accompagnement aux entreprises. La désignation du référent Covid-19, elle se fera, je pense, au cas par cas aussi, en fonction de la typologie de chantier et des acteurs qui sont présents. Oui. Par exemple, des chantiers de maisons individuelles où le SPS est internalisé chez le constructeur en régime spécifique. Là, c'est sûr que le maître d'ouvrage désignera quelqu'un de chez lui en tant que référent Covid-19. Ensuite, c'est vrai que sur les autres chantiers, en fonction de la typologie du promoteur aussi, hein, tous ne sont pas staffés de la même manière. Là aussi, hein, je pense que ce sera du cas par cas, effectivement. Bien sûr. J'ai toute une série de questions sur les aspects économiques. Oui, donc tu peux j'en relis une. Voilà. Ils sont 96. Là, il y a Pellegrin, qui c'est qu'il y a. Enfin, moi, je ne me suis pas mis en vidéo parce que. Ah bah, je vais écouter ça. Ils ont dû envoyer ça, diffuser ça au président. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, j'étais plus rapide si vous voulez. Il avait l'avocat là. Faudrait couper le micro là, s'il vous plaît. Coupez votre micro, ceux qui parlent. Merci. Oui, donc je suis un peu perdu le fil parce que je croyais qu'il y avait des prises de parole. Apparemment, ce n'était pas le cas. Donc, même si on l'a déjà abordé, hein, ça prouve que quand même la question est récurrente. Je lis une des dernières là, sur les questions économiques. Qui va prendre en charge le supplément financier des cantonnements matériels et procédés liés au Covid-19, et ce pour les chantiers à relancer? Alors ça, c'est une vraie question, effectivement. Et là aussi, la réponse, je vais faire une réponse de Normand, on va dire. Ça va être vraiment du cas par cas, je pense. Hein, où là, effectivement, c'est la question qui va faire que les chantiers vont peut-être pas redémarrer aussi vite qu'on prévoit. C'est qu'à un moment donné, il va falloir financer, entre guillemets, toutes ces mesures supplémentaires. Nous, on a appelé déjà nos promoteurs et nos constructeurs à régler les factures déjà existantes et à se responsabiliser là-dessus. Mais pour la suite, effectivement, on est dans une situation totalement nouvelle pour lesquelles, effectivement, des avenants au cas par cas devront sûrement être faits. Alors, on est d'accord, hein, je vous, entre guillemets, rappelle, parce que vous n'y étiez pas tous, donc ce n'est pas du rappel. On a interrogé des avocats la semaine dernière et ces conférences-là sont revisitables en replay. Bon, pour faire simple, le contrat perdure et donc tant qu'il n'est pas renégocié, il doit s'exécuter comme il est prévu. Et l'imprévisibilité fait partie des clauses qui ouvrent à une révision de contrat, mais cette révision est laissée à la charge des parties, donc charge à elles de tomber d'accord, et quand elles ne tombent pas d'accord, elles peuvent toujours demander à un juge de rendre son avis. De même que le cas de force majeure se juge au cas par cas, ne se décrète pas dans son ensemble. Il faut pouvoir prouver que les circonstances indépendantes de la volonté mettent en impossibilité physique d'exécuter la chose convenue. Et cette inexécution peut prendre différentes formes, hein, ça peut aller d'un versement financier à la réalisation d'une opération sur un chantier. Et il faut prouver les trois éléments de la force majeure pour que cette force majeure puisse ouvrir à la renégociation, laquelle renégociation est de nouveau à la charge des parties. Donc effectivement, on nage tous dans une difficulté de projection qui n'est pas simple.
Il nous reste encore quelques minuscules minutes si on veut tenir notre horaire. On peut aussi dire qu'on dépassera de 5 ou 10 minutes pour rattraper le démarrage chaotique. Qui veut prendre la parole? Oui, moi, donc. vas-y. Ah, bah, vas-y, Régis, j'irai après. Hein. Non, mais j'ai déjà parlé, je t'en prie. Ok. Alors moi c'était plus une réflexion, c'est-à-dire que de tout ce qu'on a dit là, il me semble assez évident qu'assez peu de chantiers finalement vont être concernés par une reprise dans les 2 semaines qui viennent, dans les 2 à 3 semaines, notamment toutes les contraintes, les questionnaires, etc. vont faire qu'il va y avoir une sélection assez naturelle dans les chantiers que les maîtres d'ouvrage vont considérer comme étant suffisamment importants et suffisamment urgents pour qu'ils se permettent de mettre en œuvre les préconisations. Ma question ou ma proposition, Monsieur Dufil, était la suivante, c'est que on parle déjà de déconfinement, c'est certainement pas un hasard. Et donc ma question serait de savoir si, étant donné que nous avons tous beaucoup réfléchi, travaillé sur cette première version du guide, réfléchi à comment on pouvait le mettre en œuvre, les imperfections, ce qu'il faudrait faire, etc., etc. Est-ce qu'on pourrait pas travailler tous ensemble de façon un peu plus collaborative sur la mise à jour pour la période de déconfinement? Si, bien sûr. Mais bon, je ne vous cache pas qu'on n'est pas encore sur la phase de travail du guide post-confinement. On est d'abord sur un certain nombre d'éléments à compléter pour la version actuelle. Hein. Mais bon, je dirais la prise de contact qui a été rendue possible à travers cette réunion du CSC2E, on va en garder le bénéfice et bien sûr continuer à associer les uns les autres. Et je veux dire, personnellement, ce que je crois rester le plus difficile, ce sera d'obtenir le concours dans les délais souhaités de l'État, qui, je pense, n'a pas totalement la même réactivité sur nos sujets que ce que nous aimerions voir de leur part. Je pense qu'ils sont encore explosés sur de très très nombreux sujets, donc insuffisamment disponibles pour nous. Donc on va quand même s'y prendre à l'avance, effectivement, pour pouvoir garantir les choses. Mais le message est bien entendu, je n'oublierai pas. Ouais, si je peux, mon intervention, elle est un peu dans le même sens. Hein, c'est de dire que il y aura pas le déconfinement, il va pas se faire totalement. Ça, on l'a bien compris. Il va être très compliqué à en mettre en œuvre. Enfin, aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à en parler et on voit que ça va être très confus. On a depuis 3 semaines, on est tous cantonnés chez nous et on est confinés avec des gens qui constituent qu'on va appeler notre foyer. Il y a beaucoup de gens dans les travaux que l'on participe ou qu'on surveille, ou dans nos entreprises, des équipes, c'est-à-dire des collaborateurs qui sont systématiquement avec les mêmes collègues. Et je me demande si on ne devrait pas élargir. Un moment au tout début de cette histoire de confinement était indiqué qu'il ne fallait pas côtoyer plus de 4 à 5 personnes par jour. Je me demande s'il n'y aura pas une étape intermédiaire où on dira finalement on agrandit chacun son propre foyer à 1, 2 ou 3 autres collègues et on s'en tient là pendant quelques semaines, histoire de pas complètement bloquer toutes les reprises, d'arrêter de faire des usines à gaz dans les voitures pour que des gens qui sont tout le temps dans la même voiture, le même véhicule, qui puissent le reprendre sereinement sans psychoter. Enfin voilà, une étape intermédiaire. Si on passe pas par là, ça va être un peu compliqué et beaucoup de nos salariés vont continuer à être terrorisés. Je comprends bien, mais à ce stade, je pense que, moi je ne sais pas vous dire, à nouveau, ce que vous décrivez peut être extrêmement facilité ou pas d'ailleurs, en fonction de la stratégie qui sera adoptée par l'État sur les tests. Et à nouveau, sur les tests, il pourrait y avoir des ordres de priorité qui soient donnés par l'État, justement pour faciliter les choses. Mais gardons quand même bien en tête une chose que tout le monde ne garde pas à l'esprit peut-être
autant qu'il le faudrait. Les autorités sanitaires, quand même, sont dans tous les pays, on le voit en Chine actuellement, très méfiantes vis-à-vis de ce qu'ils appellent la deuxième vague du virus. Donc, écoutez, à nouveau, sur ces points-là, on est obligé d'être, je dirais, très à l'écoute de ce que les autorités sanitaires nous disent pour essayer de traduire ça en termes concrets pour nos propres métiers, le cas échéant, réussir à négocier un tout petit peu avec les autorités sanitaires pour avoir une application dans nos secteurs qui nous semble avoir du sens par rapport à nos contraintes et à nos risques. Bien, j'ai retenu beaucoup de choses, mais je vais essayer de simplifier, que ce guide était bien accueilli parce que même si il redit des choses qui sont mises en pratique depuis des décennies, le fait de le répéter et surtout de contraindre, enfin en tout cas d'inciter les acteurs à signer leur engagement, force à la réflexion avant de confirmer cet engagement. Il apporte un certain nombre de réponses et il laisse ouvert un grand nombre de questions. Parmi les questions qui restent ouvertes, et ce n'est pas le fait du guide, c'est le fait de la situation, c'est l'évolution dans les semaines et les mois à venir. Pour nous tous, le souci d'être toujours en situation de continuer à se poser des questions et d'être en activité et de ne pas disparaître purement et simplement. À titre d'information et sans plus, chez Sinov, on attaque cette semaine la réflexion. Alors je dis bien on attaque, donc on n'a pas encore d'idées précises et encore moins de réponses toutes faites, mais on attaque la réflexion sur effectivement l'après-confinement et on va essayer d'élaborer plusieurs scénarios probables ou possibles ou à éviter, de façon à voir ce qu'on peut changer dans nos pratiques à nous et ce qu'on peut demander aux autres de changer, les autres étant vous, les partenaires, les autres étant les pouvoirs publics. Et pour la plupart des partenaires qui sont là autour du micro, on a déjà évoqué le fait qu'on ferait au moins un point hebdomadaire de nos avancées dans ces domaines-là, parce qu'on a bien conscience que quel que soit le scénario qu'on puisse imaginer, chacun, ce sera toujours un scénario d'interaction avec les autres, donc autant essayer de le construire ou de les construire ensemble plutôt que séparément. On gagnera peut-être en efficacité et en investissement en temps. Je vous remercie, je regrette le cafouillage du passage de 100 à 500 qui ne s'est pas fait, mais le coup d'après, c'est sûr, ça va se faire, vous pourrez y faire confiance. Je vous remercie. On vous communiquera, puisque vous êtes inscrit, on a normalement vos coordonnées, on vous communiquera le lien pour pouvoir réécouter. Alors, si ce n'est vous, au moins votre entourage qui a été exclu de la connexion. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine causerie. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir, merci. C'est émouvant de vous voir disparaître comme ça de l'écran. Je vous dis au revoir.